Procédure de confinement spéciale. Ne pas consulter. Ce qui se trouve ci-dessus est indispensable pour un confinement optimal. Poursuivez. Numéro de l'objet. Classe. Procédure de confinement spéciale. Le département des analyses a été chargé de la récupération annuelle de 7 civils. Chacun d'entre eux est destiné à être de la procédure septuple. Ils doivent être amenés le plus rapidement possible au manoir d'Albright le 30 octobre. Leurs profils biologiques doivent être soumis au département médical au moins 3 semaines avant cette date pour analyse. Chaque doit être mis sous sédatif de façon à ce qu'ils se réveillent tous le 31 octobre vers minuit. La procédure septuple se déroule généralement avant le lever du soleil. Toutes les entrées du manoir d'Albright ont été scellées, barricadées et condamnées, à la seule exception du puits souterrain utilisé pour accueillir chaque. Ce dernier est dissimulé dans la cave de la bâtisse. Le manoir d'Albright a été équipé de dispositifs de surveillance permettant au personnel d'être de la procédure septuple jusqu'à son achèvement. Un poste de contrôle situé hors des lieux doit compter au maximum un spécialiste du confinement et 2 membres du personnel de classe D. De fausses procédures de confinement doivent leur être communiquées. Le spécialiste du confinement doit rapporter les événements qui se produisent dans le manoir au fur et à mesure de leur apparition et peut être remplacé par un classe D si nécessaire. Conformément aux directives du comité d'éthique, le personnel survivant à la nuit doit être éliminé par introduction de molécules de sarin dans l'avant-poste. Le 1er novembre, une équipe de nettoyage sera envoyée pour récupérer, dans la mesure du possible, les dépouilles de chaque. Si des difficultés surviennent lors de la récupération, tous les corps doivent être considérés comme étant la propriété du manoir d'Albright. Ils seront utilisés lors d'événements futurs. Les corps extraits avec succès doivent être incinérés dans le crématorium situé derrière la propriété. Des casques anti-bruit seront fournis au personnel affecté à l'incinérateur. Pendant le reste de l'année, le personnel doit se tenir à l'écart de toute surface où figure la phrase « C'est ici que j'ai perdu la vie ». Description. Attention. Ne pas continuer. Ce qui se trouve ci-dessus est indispensable pour un confinement optimal. Continuez votre lecture. Description. La dépouille démembrée d'une certaine Madame Jacqueline Holcroft est affectée par plusieurs anomalies disparates. Les effets sont apparus à un moment indéterminé après son agression et son meurtre par 6 agresseurs inconnus le 6 juin 2006 et persistent encore à ce jour. Les témoignages des personnes touchées par ces anomalies suggèrent que leurs effets pourraient être neutralisés si chaque partie de Madame Holcroft était récupérée et enterrée. Les personnes se trouvant à proximité d'une partie de la dépouille de Madame Holcroft ou qui ont connaissance de la nature du crime responsable de sa mort sont susceptibles de subir leurs effets. Cela comprend des Les sujets rapportent systématiquement avoir vu une femme nue et ébouriffée, présentant de profondes lacérations au niveau de ses membres. Ces blessures correspondent à celles subies par Madame Holcroft lors de son démembrement. Le plus souvent, la silhouette apparaît dans la vision périphérique des sujets, immobile, serrant son abdomen. Elle disparaît lorsqu'on essaie de la regarder de plus près. Il s'agit principalement de chuchotements et de gémissements inintelligibles. En de rares occasions, les sujets peuvent reconnaître des plaidoiries et des supplications. Dans ces cas, les sujets sont généralement appelés par leur nom. 6 sujets ont rapporté avoir entendu une chanson inconnue, chantée sur l'air de Brille, brille petite étoile. Hallucination olfactive, essentiellement une odeur de liquide amniotique. Les effets provoqués par la dépouille de Madame Holcroft persistent jusqu'à la mort du sujet. En général, ils sont amplifiés par le développement d'effets secondaires qui se manifestent à l'anniversaire biannuel, 6 mois, de l'exposition du sujet. Les effets secondaires comprennent, entre autres, la découverte de parties de corps et d'organes, doigts, yeux, dents et cheveux seront trouvés de manière aléatoire à proximité du sujet. Elles sont généralement découvertes lorsque le sujet ouvre un tiroir, soulève un abattant de toilette et dans d'autres endroits discrets, comme sous l'oreiller du sujet ou dans ses repas. Tous ces objets disparaissent lorsqu'ils ne sont plus observés. La présence intrusive d'une femme sale et nue dans tous les médias où apparaît le sujet, souvent obscurci ou éloigné. L'analyse des images les plus nettes a révélé que la dite femme est en réalité la recomposition de la dépouille de Madame Holcroft. Hormis les blessures qui montrent qu'elle a été démembrée, son corps présente une seule et grande plaie verticale, partant de sa poitrine jusqu'à ses organes génitaux. Une peur irrationnelle que Une paralysie du sommeil. Au cours de ces événements, les sujets ont signalé la présence de multiples silhouettes obscures qui les maintiennent et les mutilent. Unilatéralement, avant de reprendre pleinement connaissance et de retrouver le contrôle de leur corps, les sujets affirment ressentir une douleur intense dans leur intestin et la disparition d'un élément vital de leur être. Mise à jour.
Le suivi des rapports d'activité anormale et de décès de civils a permis de retrouver les 206 os du corps de Madame Holcroft. Les ossements ont été enterrés dans le caveau de la famille Holcroft à Crish Glen. À l'issue des funérailles, tous les participants de la cérémonie ont spontanément subi une éviscération. Depuis lors, les sujets vivant précédemment touchés par les effets de la dépouille de Madame Holcroft ont rapporté ne plus subir de phénomènes anormaux. Cependant, chacun d'entre eux s'est avéré être stérile. De plus, un sujet sur 6 ayant une descendance en vie a signalé la disparition d'un de ses enfants. Malgré tous les efforts, aucun de ses enfants n'a été retrouvé. Il est à noter que cela n'a eu aucun effet sur la présence de Madame Holcroft au sein du manoir d'Albright. Exploration. Prudence. Ne pas continuer. Ce qui se trouve ci-dessus est indispensable pour un confinement optimal. Vous pouvez poursuivre votre lecture. Exploration. Enregistrement vidéo. Lieu, Crish Glen, au Kansas. Environ 3125 habitants. Note. 5 membres de la force d'intervention mobile Epsilon 5, Pentacle, ont été envoyés dans la ville de Crish Glen suite à son emprise par un épais brouillard et la disparition apparente de tous ses habitants. Ci-après, vous trouverez un enregistrement des phénomènes qui se sont produits dans la ville, tels qu'ils ont été enregistrés par la caméra d'intervention de Joy Bates, E5 Echo. La caméra s'active. E5 Echo est assis sur la banquette arrière de la Jeep de la force d'intervention. Les membres de Pentacle procèdent à une vérification sommaire du micro pendant qu'ils approchent du périmètre de la ville. Après 2 minutes de bavardage peu utile, il est décidé de continuer le trajet en véhicule. Des roues de la Jeep. E5 Echo observe par la fenêtre la forêt alentour, laissez place à une épaisse couverture de brume. La visibilité diminue considérablement. E5 Bravo ralentit le véhicule et continue d'avancer très lentement. Après plusieurs mètres parcourus dans le brouillard, à une très lente allure, il est décidé de continuer l'exploration à pied. E5 Bravo se gare sur le bord de la route. Tous les passagers descendent. E5 Bravo coupe le moteur et fait de même. Très peu de choses peuvent être discernées lorsque E5 Echo regarde les alentours. Une berline noire se trouve juste au nord de leur position. Elle est renversée sur le côté, perpendiculairement à la route. Son toit a été arraché. À droite, un bâtiment en briques recouvert de lierre se dresse derrière une clôture en grillage à mailles losangées rouillées. Il n'est pas possible de voir au-delà du trottoir qui se trouve en face de leur position. L'unité sort ses armes à feu et se met en position de défense à côté de la Jeep, pendant que E5 Charlie se charge de mettre en place le matériel d'imagerie. E5 Bravo taquine E5 Delta, qui vient de se plaindre du silence qui règne dans leur ville natale, autrefois animée, tandis que E5 Alpha réprimande les deux frères et sœurs pour leur manque de professionnalisme. Les deux approuvent sa remarque. Le matériel d'imagerie thermique et le dispositif de visualisation SPAD, modifié pour l'occasion, sont tous les deux incapables de pénétrer le brouillard, au-delà de ce qui peut être vu à l'œil nu. E5 Alpha déclare qu'il serait préférable de continuer sans dispositif d'aide à la vision, étant donné que la vision naturelle est déjà suffisamment efficace et que tout matériel excédentaire représente une charge inutile. E5 Echo est appelé pour enquêter sur le véhicule accidenté. Sa main traverse le champ de la caméra pendant qu'elle murmure une prière. Elle se met en route. À l'approche de la voiture, il est possible d'entendre que ses roues sont toujours en marche. Derrière le bruit du moteur, une chanson de country impossible à identifier est entendue à la radio. En plus du toit, l'arrière de la voiture côté conducteur, auquel il manque la porte, est très endommagé. Il y a une grande quantité de sang sur le tableau de bord et sur l'airbag côté passager, désormais dégonflé. Alors qu'elle se rapproche de la voiture, la musique devient plus claire. C'est un morceau de Johnny Cash. Le chant et le son de la guitare s'arrêtent. Il y a quelques interférences au moment où le musicien cite un verset de la Bible. Suite à cela, la radio ne produit plus aucun son. Après une inspection minutieuse du véhicule, il est remarqué que toutes les ceintures de sécurité, à l'exception de celle du passager avant, qui est en lambeaux, sont restées attachées et verrouillées, y compris le harnais à 4 sangles du siège, pour enfant situé derrière le siège du conducteur. E5 Echo se retourne pour transmettre ses constatations au reste de l'équipe. E5 Charlie manque à l'appel. E5 Echo s'exclame de sa disparition, suscitant l'inquiétude parmi les autres. E5 Echo ne le remarque pas, mais en bas à gauche du champ de la caméra, il est possible de voir une figure quasi humanoïde accroupie sous la Jeep. Elle se déplace rapidement et silencieusement en reculant sur 5 membres antérieurs pour être hors de portée de vue. E5 Alpha les rappelle à l'ordre. Il rassemble l'équipe et la dirige pendant qu'ils descendent de la rue et pénètrent dans la ville. Tous les 4 se déplacent dans un mouvement uniforme sur le côté de la route. E5 Echo surveillant les arrières du groupe. L'équipe est guidée par E5 Delta pour traverser une ruelle. Un son grave de trompette retentit depuis le ciel. L'équipe débouche sur une rue voisine et passe devant plusieurs bâtiments. Il y a un salon de coiffure dont la fenêtre est brisée. Il fait sombre à l'intérieur. Cependant, la lueur d'une unique lumière dans le fond du salon révèle des signes de lutte. À côté, un bâtiment en ruine dégage une fumée produite par les dernières braises d'un incendie dévastateur. E5 Delta et E5 Bravo se souviennent de la destruction de cette structure, qui était apparemment leur pizzeria préférée pendant leur enfance. E5 Echo se met à parler elle aussi, s'interrogeant sur l'absence de cadavres. E5 Bravo réplique avec sarcasme avant que le trio ne soit réduit au silence par Alpha, qui entend quelque chose. Au loin,
loin, il est possible d'entendre un léger bêlement. Au fur et à mesure que le groupe progresse, on peut voir une silhouette accroupie dans la brume de l'autre côté de la rue. E5 Alpha avance, arme à portée de main. Il rencontre un agneau, couché dans l'herbe du jardin d'une maison à 2 étages. Le chiffre 5 est peint en bleu sur sa toison. L'animal bêle et pleure. Il est visiblement angoissé par leur présence. Il se relève en tremblant, comme s'il allait prendre la fuite, mais s'effondre rapidement. Du sang séché recouvre le sol autour de la zone où il se couche. E5 Delta s'approche de l'animal pour s'occuper de lui. Son frère se moque d'elle en faisant semblant d'être gêné. Elle découvre que l'agneau est pourvu d'un petit objet métallique logé dans chacun de ses sabots arrière, lui causant beaucoup de douleur et l'empêchant de s'échapper. E5 Echo fait le tour des environs, arme à la main, tandis que E5 Delta s'agenouille à côté de la bête pour la caresser et la rassurer. La brume empêche de voir plus loin qu'une camionnette abandonnée. E5 Echo demande s'il ne serait pas préférable d'euthanasier l'agneau. À ce moment, à la limite du champ de la caméra, on peut voir que l'animal convulse brusquement de la tête aux pattes. E5 Delta a les yeux rivés sur le chef de l'équipe à ce moment et n'a donc pas immédiatement conscience de la menace soudaine qui pèse sur elle. E5 Echo se retourne et commence à courir vers elle, tandis que E5 Bravo crie pour avertir sa sœur, qui finit par voir le comportement de la bête et s'en éloigner. Elle tombe sur la pelouse en trottinant et en reculant. E5 Alpha pointe l'animal avec son arme et tire. E5 Echo brandit son arme, mais n'est pas bien positionné pour pouvoir tirer sans toucher E5 Delta qui recule. Malgré les dommages considérables qu'il a subis au niveau de la partie centrale de son corps et les boyaux qui se sont répandus sur la terre meuble, l'animal reste debout et continue de convulser, bêler et crier. Ses hurlements prennent rapidement une tonalité humaine qui se transforme ensuite en les mêmes voix émises par les corps qui ont été envoyés au crématorium du manoir d'Albright. E5 Bravo se penche pour aider sa jumelle à se relever. Elle crie. E5 Bravo rattrape sa sœur alors qu'elle tombait en arrière. Ses pieds semblent bloqués par une position fixe. E5 Echo baisse son arme et se précipite vers E5 Delta. Elle regarde vers le sol et remarque que 2 gros outils en métal sont sortis du sol, transperçant les 2 pieds de E5 Delta. Les 2 mystérieux objets possèdent chacun une partie supérieure ronde et épaisse, ne permettant pas de soulever E5 Delta pour dégager ses pieds. E5 Echo s'empresse de lui expliquer la situation, tandis qu'elle saisit la partie supérieure de l'un des objets et tente de l'arracher pour libérer sa coéquipière. E5 Alpha continue de concentrer ses tirs sur l'entité, alors que ses hurlements deviennent de plus en plus forts. Des cris en écho peuvent être entendus au loin, à plusieurs endroits. E5 Bravo, qui serre sa sœur dans ses bras, crie un juron. Il dégaine son arme de poing d'une main libre et la brandit en tremblant devant des ennemis invisibles. E5 Alpha recharge son arme. E5 Echo lève les yeux des 2 gros outils en métal. L'entité émanant une carcasse méconnaissable et couverte de sang. Elle se redresse. Des ailes en cuir se déploient dans son dos. Elle fait battre ses ailes et commence à s'élever au-dessus du sol. Ce faisant, on constate que ses pattes arrière sont enfoncées dans la terre. E5 Echo crie pour rassurer sa coéquipière et redouble d'efforts pour la libérer. Les outils métalliques sont tirés vers le bas et sectionnent le bout de l'index droit de E5 Echo. Le sol se dérobe sous les pieds de E5 Delta, l'enfonçant dans la terre jusqu'aux chevilles. E5 Bravo lâche son arme et saisit sa sœur par-dessous les bras pour la remonter tandis qu'elle est enfoncée dans le sol jusqu'aux genoux. E5 Echo essaie de l'aider à se libérer. Pendant qu'ils se débattent, on peut voir l'entité battre furieusement des ailes. Elle est élevée à un demi-mètre au-dessus du sol. Elle tire sur ses pattes arrière, désormais très allongées, qui restent enfoncées dans le sol. E5 Delta est enfoncé jusqu'à la taille. On peut entendre des bêlements tout autour de l'équipe. E5 Alpha ordonne aux 2 agents d'abandonner E5 Delta et leur demande de faire feu pour se protéger. De courtes rafales concentrées sont tirées par le chef de l'équipe dans plusieurs zones de la brume où apparaissent des silhouettes sombres. E5 Delta hurle et crie à l'aide, elle est maintenant enfoncée dans le sol jusqu'à la poitrine, empêchant le duo de la retenir plus longtemps par le torse. E5 Echo dégaine son arme de poing, vise E5 Delta et annonce vouloir libérer de ses fonctions et achever ses souffrances. E5 Bravo, qui tient désormais fermement la main de sa sœur pour la tirer de toutes ses forces, menace E5 Echo de la tuer si jamais elle appuie sur la détente. Plusieurs agneaux peuvent être aperçus dans le brouillard. Chacun boite lentement vers le groupe. E5 Alpha ordonne à nouveau à ses subordonnés de battre en retraite pendant qu'il les protège de la menace qui s'approche. E5 Delta s'enfonce de plus en plus profondément. Seule la tête et ses bras sont restés à la surface du sol. E5 Echo demande la permission de tirer à E5 Alpha. E5 Bravo tente de les effrayer en hurlant. Un léger grondement se fait entendre alors que E5 Delta se fait rapidement entraîner sous terre. Perdant prise, E5 Bravo est entraîné vers l'avant et tombe la tête la première sur le sol. Il hurle de rage et se met à creuser le sol. E5 Echo se retourne et voit l'entité s'élever de plus en plus haut du sol, tirant ses pattes arrière hors de la terre. Ses sabots, tout comme ses pattes arrière, sont très allongés. Ils brillent d'un éclat métallique. Au fur et à mesure qu'il s'élève, on peut voir des pieds humains faire surface, transpercés par les sabots de l'animal. Le corps nu de E5 Delta est lentement déterré. Son corps est mou. E5 Bravo hurle toutes sortes de grossièretés et se saisit de son fusil, puis ouvre le feu. La bête frémit au fur et à mesure qu'elle encaisse les balles. Elle vole de façon instable, emmenant le corps de E5 Delta au-dessus de l'équipe. Le haut de son corps est enveloppé dans la brume. On ne distingue que le cadavre de E5 Delta, se balançant pendant que la bête le transporte. Elle bêle, balance ses sabots en arrière, puis les fait revenir rapidement en avant. Elle envoie le corps de E5 Delta contre un poteau téléphonique proche, où il se trouve pendu par les pieds. Ce qui reste de l'entité ainsi que les agneaux qui entourent maintenant l'équipe se dissipent dans le brouillard, tandis que les trompettes retentissent à nouveau.
Les radios de E5 Alpha demandent un rapport de la situation et ordonnent à l'équipe de poursuivre sa descente dans la ville. E5 Echo est occupé à mettre un bandage sur son doigt. Malgré le refus de E5 Alpha, E5 Bravo essaie de monter au poteau téléphonique pour déloger le corps de sa sœur. Il ne parvient pas à escalader la structure et après 2 autres tentatives, il se plie aux ordres de E5 Alpha. Le trio quitte les lieux. Il parcourt le quartier avec prudence pendant les 20 minutes qui suivent, guidé par les indications de E5 Bravo. Les derniers instants chaotiques de la ville deviennent de plus en plus visibles au fur et à mesure qu'ils avancent. De multiples véhicules accidentés parsèment les routes et les pelouses des quartiers. Les alarmes de maisons et de voitures retentissent au loin. La brume se mélange à la fumée des bâtiments en feu. On peut entendre des pleurs à intervalles irréguliers. Leur source n'est pas trouvée. C'est alors que les membres restants de Pentacle passent une clôture en fer forgé. E5 Alpha fait état d'odeur de pourriture. E5 Bravo exprime son inquiétude. Bien que l'on ne puisse pas le voir depuis l'endroit où il se trouve, sur le trottoir à côté de la clôture, E5 Bravo explique qu'il passe devant l'école primaire de la ville. E5 Alpha pousse un juron. Une silhouette humaine apparaît devant l'équipe, contre la clôture, à l'ombre d'un arbre. À mesure qu'ils approchent, il devient évident qu'il y a plusieurs silhouettes du même genre, chevauchant la clôture à l'ombre d'un saule pleureur, dont les branches s'étendent au-dessus de la clôture depuis la cour de l'école. Chaque silhouette est nue et immobile. Le trio garde prudemment ses distances, quitte le trottoir et contourne les silhouettes en passant par la rue. Il y en a 5 au total. On remarque que leurs corps sont attachés par les poignées de la clôture et qui sont toujours debout. Chacun d'entre eux est dans un état de décomposition différent. Leur dos déchiqueté et couvert de sang part de grandes entailles que l'on retrouve sur chaque cadavre. La cause de leur mort est, selon E5 Echo, la flagellation. Le cadavre qui se trouve au milieu est plus récent que ceux qui sont à ses côtés, et les blessures sur son dos ont un autre aspect, ce qui amène l'équipe à se pencher dessus. E5 Bravo s'avance vers lui. Il sort sa gourde, l'ouvre et verse de l'eau sur le corps. Suffisamment de sang est effacé pour révéler ce qui reste d'un tatouage sur le haut du dos du corps. Il s'agit de l'insigne de E5 Pentacle, identifiant le cadavre comme étant E5 Charlie qui manquait à l'appel. On peut voir que les lacérations ont été faites avec précision afin de faire apparaître clairement la phrase « C'est ici que j'ai perdu la vie ». E5 Alpha interdit toute interaction supplémentaire avec le cadavre. E5 Echo regarde E5 Bravo s'éloigner des corps. Alors qu'il se retourne pour rejoindre ses coéquipiers, une épaisse liane épineuse tombe d'une branche du sol. Elle attrape immédiatement E5 Bravo en entourant son crâne, du sang coule de son visage. E5 Bravo laisse tomber sa gourde et tente de se libérer, mais est brusquement tiré vers le haut et se retrouve hors de portée de vue. On peut entendre des os se briser par-dessus les cris de E5 Bravo. Ces deux sons ne durent que très peu de temps avant que les trompettes ne retentissent à nouveau. Du sang et des viscères tombent de la cime de l'arbre. E5 Alpha attrape E5 Echo par l'épaule, les deux battent en retraite. Les agents dévalent la rue dans la direction d'où ils sont venus. On peut entendre des bêlements et des cris en réaction à leur décision, bien que les agents ne rencontrent aucun obstacle. Sans la connaissance de la vie des jumeaux, et compte tenu des facteurs de stress ambiant, les agents prennent un mauvais virage au bout de plusieurs minutes. Ils empruntent malgré eux une rue adjacente qui mène vers le centre-ville. Aux limites de leur champ de vision, de tous les côtés, on peut apercevoir brièvement des visages dans la brume. Ils se figent pendant un bref instant, avant de perdre toute forme et d'apparaître ailleurs. Des pleurs lointains se font entendre à nouveau. Les sanglots se transforment en rires. Les visages dans la brume regardent les agents qui courent tandis que ne les voient pas. Les rires, cruels et moqueurs, s'intensifient à mesure que le duo progresse. Quelque chose de gros remue sous leurs pieds, commençant à se libérer de ses entraves. E5 Alpha hurle de rage, brandit son arme de poing et tire dans le vide. E5 Echo s'arrête. Elle supplie son chef d'équipe de se saisir et de continuer. Il se comporte de façon erratique et refuse de revenir à la raison. Elle menace de le laisser derrière elle, mais il refuse toujours d'obtempérer. Elle s'enfuit, seule. Les cris et les coups de feu de E5 Alpha retentissent pendant les prochaines minutes à travers les bêlements, les rires et les pleurs. Les trompettes retentissent à nouveau. Le silence règne. E5 Echo continue, coupant à travers un cul-de-sac et plusieurs propriétés avant de trébucher sur quelque chose d'enfoncé dans le sol. Elle crie. En regardant vers le sol, on peut voir qu'elle s'est blessée à la jambe et qu'elle saigne. Après un instant, elle se relève. En regardant autour d'elle, on se rend compte qu'elle est tombée dans un cimetière. Elle profère 3 jurons dans son souffle, s'excuse immédiatement et récite une brève prière. Elle traverse le cimetière en boitant, utilisant parfois des pierres tombales comme appui. Devant elle, le contour d'une église devient net. Elle en fait le tour et se dirige à l'avant du bâtiment. Les marches de l'escalier qu'elle emprunte pour s'y rendre tremblent. Elle pousse la porte d'entrée et s'effondre une fois à l'intérieur. Il n'y a pas de brume à l'intérieur de la structure. L'ensemble de son intérieur est visible. E5 Echo examine l'église. Tout est parfaitement en ordre, en contraste flagrant avec le chaos qui règne partout dans la ville. E5 Echo observe l'environnement et se met à fixer la grande croix derrière le pupitre. Le personnage qui est cloué est en train de bouger. E5 Echo se relève et se rapproche de lui. C'est E5 Alpha. Ses vêtements et son équipement sont absents. Une tunique est enroulée autour de sa taille. Il tousse à l'approche de E5 Echo. Du sang et des ongles sortent de sa bouche lorsqu'il tousse. Alors que E5 Echo tend la main à son chef d'équipe, ses yeux s'ouvrent. Une lumière aveuglante en émane. Un bruit de tonnerre se fait entendre. Les fondations même du bâtiment tremble au retentissement de ce bruit. E5 Echo trébuche en arrière. Elle court vers la porte, tandis que E5 Alpha bêle derrière elle. Dehors, E5 Echo regarde autour de elle, en panique. Elle descend les escaliers, se précipitant pour sortir du terrain de l'église. On entend des grondements derrière elle. En se retournant, elle peut voir que les tombes les plus proches d'elle se sont affaissées. Des mains et des doigts s'agrippent au bord de celles qui sont à côté d'elle. E5 Echo continue d'avancer aussi vite que sa blessure lui permet. Elle s'approche de la rue en face du lieu de culte et tombe à genoux. Elle essaie de se relever et se rend compte qu'elle n'y arrive pas. Des pas lourds sont audibles. La terre tremble à chaque pas. Elle pleure et demande pardon. Elle se met à prier. Ses prières sont interrompues. Elle laisse échapper un gargarisme humide. Elle regarde vers le sol, découvrant un long instrument tranchant
enfoncé dans son flanc. L'image de la caméra commence à s'élever dans les airs, le sol se perd sous le manteau de brume. Il n'existe aucun point de référence dans le brouillard pour décerner à quelle hauteur l'agent est soulevé, avant qu'elle ne soit retournée pour faire face à une gigantesque figure humaine. Il l'amène à la rencontre de son regard, bien que ses yeux soient enveloppés d'ombre. Son visage barbu est émacié. L'agent se débat alors que l'entité la rapproche de son visage. La proximité entre l'entité et l'agent révèle que l'ensemble de son visage est constitué d'innombrables corps humains, se torsionnant les uns contre les autres. Là, ouvre sa gueule. Du plus profond de son être, on peut entendre un tonnerre grondant. Les trompettes retentissent à nouveau. Entretien. Attention. Arrêtez et laissez tomber. Ce qui se trouve ci-dessus est indispensable pour un confinement optimal. Vous pouvez continuer en toute sécurité. Entretien. Tentative d'exorcisme numéro 4. Date 14 avril 2004. Personnel présent, Dr Peter McNeil, département de démonologie, division de psychologie, agence Havana Grèce, force d'intervention mobile MU13, SOS Fantôme, spécialiste en purification. Contexte. Au cours de l'opération 4 Monarques, dont les détails sont classifiés niveau 4, l'agent Grace a été exposé à une entité démoniaque qui a subi une possession. Suite à cela, l'agent a été confié au département de démonologie pour procéder à un exorcisme, mais les premières tentatives d'expulsion ont échoué. Le docteur Peter McNeil, spécialiste de l'exorcisme par psychologie démoniaque, a alors été autorisé à rencontrer individuellement la possédée pour effectuer une tentative d'exorcisme par contrainte ou intimidation. Bonjour, agent Grace. Vous êtes bien silencieuse depuis la dernière tentative. Je sais que vous pouvez encore m'entendre. Levez les yeux. Jim Connor, Marcus, Jane, Jim Connor, Marcus, Jane, Jim Connor, Marcus, Jane, Jim Connor, Marcus. Vous devez vous rendre Jim et Connor, quitter Marcus, ce réceptacle. Jane, Jim Connor, Marcus, Jane, Jim Connor, Marcus, Jane, Jim Connor, Matthew, Jay. Putain. Vous répétez ces noms dans un élan de résistance, mais vous savez que ce sont de vos propres actions qui ont entraîné leur mort. C'était votre faute. Vous devez les dédommager. Vous devez mettre un terme à votre lutte. Lâchez prise. Vous êtes une créature putride et violente. Vous consacrez votre existence à faire souffrir ce que vous jugez inférieur. Mais regardez-vous aujourd'hui. Connor, Mark, Jane. Non. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, non. Vous êtes enfermé au plus profond de cette installation. Vous savez que vous ne pouvez pas vous échapper. Vous savez que vous ne pourrez plus jamais atteindre vos fins, vos désirs, vos espoirs. Vous allez mourir, seul, en train de pourrir ici. Mourir dans l'obscurité, vivre dans la lumière. Mourir dans l'obscurité, vivre dans la lumière. Vivre dans l'obscurité, mourir dans la lumière. Vivre dans l'obscurité, mourir dans la lumière. Vous êtes à ma merci. Vivre dans la vous lumière, vivrez l'enfer mourir dans pour toujours si je le vivre dans la décide. lumière, vivre Vous dans capitulerez. l'obscurité, mourir dans la Vous lumière. abandonnerez. Obscurité, lumière, lumière, obscurité, lumière, obscurité. Lumière, obscurité, lumière, lumière. Vous résistez obscurité. encore. Obscurité, Vous serez puni lumière, pour lumière, ça. obscurité, lumière. Ne obscurité, préférez-vous pas lumière. fuir vers le refuge que je daigne vous offrir? Nema, l'âme. Économisez votre salive de catin. On ne vous apportera aucune aide. On vous croira pas. On vous méprisera. Épargnez-vous la douleur. Vraiment? C'est le Notre Père à l'envers? Êtes-vous vraiment si inutile, si exécrable, si pathétique et si faible au point d'avoir recours à une ruse aussi minable que votre déni total? Vous allez perdre ce petit jeu. Si vous êtes une si grande amoureuse du Seigneur, aussi honteux soit votre nature et vos actes, alors peut-être que vous savez ça. Deutéronome 4.4. Et vous qui vous êtes attachés à... Je vous en prie, finissez pour moi, ma chère. Ce que vous faites ne vous aidera pas, pauvre sotte ignorante. Et vous qui vous êtes attachés à... Terminez le verset. Et vous qui vous êtes attachés à... Vous dérivez. Et vous qui vous êtes attachés à...
l'Éternel votre Dieu. Vous êtes aujourd'hui tous vivants. Vous voyez quand vous voulez. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme L'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Historique des incidents. Attention. Menace de brèche de confinement. Ce qui se trouve ci-dessus est indispensable pour un confinement optimal. Passez au reste du document. Historique des incidents. Le document présente l'historique de tous les phénomènes anormaux liés à prodiges, prêtres, rois, depuis sa date de sortie. Il contient les conclusions d'un équipe de recherche sur les événements antérieurs à l'intervention de la Fondation, déduits au cours d'entretien, des avancées significatives et affirmations de la communauté des fans du jeu obtenues sur Usenet et les phénomènes observés par des testeurs du jeu dans un environnement contrôlé par la Fondation. À titre de référence, les sujets sont identifiés par un code couleur en fonction du rôle empathique que leur attribue l'anomalie. 29 novembre 1988. Axel Rotemier, 9 ans, résident de Loyalton, en Californie, éprouve une sensation d'engourdissement dans ses mains tout au long de sa journée à l'école. Il est autorisé à se reposer dans l'infirmerie pendant 1 heure et perd toute sensation au niveau des poignets à midi. Axel est autorisé à quitter l'école à 12h33 par sa mère. Sur le chemin de l'hôpital, son état s'améliore. Ils finissent par rentrer chez eux, la mère d'Axel accusant la longue session de jeu de son fils la nuit dernière d'être à la cause de ce qui s'est produit. Todd Wilson, 27 ans, résident de Dallas au Texas, rend son exemplaire de Prodige, prêtre roi, au Babbage où il l'a acheté. Monsieur Wilson a affirmé qu'une fois entré dans le lieu principal, labyrinthe, tous les sons se sont coupés, le silence étant ponctué par un grondement sourd et continu. Un nouvel exemplaire lui a été fourni. Jay Hammond, 12 ans, résident de Durham, au New Hampshire, est aperçu au bord de la route devant sa maison sous une pluie battante, immobile, sous la pleine lune. Son voisin la ramène vers sa maison et avertit ses parents. 30 novembre 1988. Ken Klein, 18 ans, résident de Colorado Springs, dans le Colorado, vit un épisode dépressif grave et inhabituel, et n'est apaisé que lorsque son père le prend dans ses bras pour le réconforter. Les triplés, Marcus, Michael et Matthew Cook, 15 ans, sont notés absents par leur école. Ils se sont enfermés dans leur chambre, où ils ont griffonné sur les murs une représentation de haut en bas d'une carte correspondant au lieu principal du jeu, Labyrinthe. La phrase « C'est ici que j'ai perdu la vie » est gravée dans un coin de la pièce. 1er décembre 1988. Mary Blavin, 33 ans, résidente de Bristol, en Pennsylvanie, détruit l'exemplaire de Prodige, prêtre roi, de son fils en raison de son obsession à l'idée d'y jouer, au point de se salir pendant qu'il joue. Vers 15h, elle entre dans sa cave pour aller chercher du linge et tombe dans les escaliers. Elle subit une fracture cervicale mortelle à la fin de sa chute. Axel Rotemier est incapable de sortir de son lit à cause de l'engourdissement de tout son corps. Il est conduit immédiatement aux urgences. Léo Rasmussen, 3 ans, résident d'Idabel, en Oklahoma, fait une crise et tombe dans le coma en regardant son frère aîné jouer à Prodige, prêtre roi. Il est hospitalisé. Le groupe de discussion Alt Binary PPR est créé sur Usenet dans le but de regrouper des informations sur le jeu. Plusieurs utilisateurs expriment leur frustration de ne pas pouvoir trouver le miroir, le joyau ou l'épée. L'utilisateur Trey met en ligne plusieurs clichés de son écran d'ordinateur, montrant un glitch du sprite Ghoul, de l'ennemi Antitéa. Le glitch fait apparaître l'ennemi beaucoup plus petit en comparaison avec les autres sprites et lui donne une peau noircie avec des taches rouges. Trey prétend qu'il n'est pas possible de la tuer ni d'interagir avec elle, mais qu'elle peut bloquer l'accès à des zones cruciales du jeu, ce qui nécessite de le réinitialiser. 6 autres utilisateurs affirment avoir rencontré le même glitch. 2 décembre 1988. Jenna Wilson arrive chez son fils Todd après qu'il ait manqué 2 jours de travail dans le magasin familial. Elle est incapable d'ouvrir la porte de sa chambre et entend de l'autre côté un son grave et monotone semblable à du chiptune. La police arrive à 14h33 et force la porte barricadée. Ils trouvent un matelas plaqué contre les fenêtres et toutes les lumières brisées. La seule source de lumière restante provient de l'écran d'ordinateur affichant Game Over. Il ne fonctionne pas lorsqu'on tente de l'éteindre et doit être débranché. Todd n'est pas trouvé. L'utilisateur Jean-Luc Picard met en ligne 4 fichiers d'images sur le groupe de discussion PPR, révélant un tunnel caché dans le coin sud-est du labyrinthe. Le chemin à l'intérieur mène à une petite pièce, colorée, qui ressemble à une chambre d'enfant, ce qui est anachronique par rapport au cadre fantastique du jeu. Dans une des images, Antitéa se trouve dans un coin, face au mur. Le joyau, symbole du prodige, se trouve sur la table de chevet. 3 décembre 1988. Plusieurs utilisateurs du groupe de discussion PPR, ayant atteint le joyau, signalent la présence d'un nouvel ennemi. Anti-TB. Rencontré dans la phase crypte du jeu, qui n'est pas référencé dans le manuel du jeu. L'humanoïde, vêtu d'une tunique noire, suit le joueur à son approche. Les joueurs constatent que Anti-TB. peut être attaquée si elle est prise dans un coin, et, si elle est tuée, elle s'effondra en plusieurs morceaux, frétillant au sol. Elle se régénère après 3 secondes, ce qui permet aux joueurs de gagner facilement des points d'expérience. Dee Hammond est retrouvé par sa mère assise en position fétale dans un coin de sa chambre, pleurant et tremblant. Sont découvertes dans la cave à domicile de leurs parents. Elles sont trouvées en train de réciter, sans cesse, la chanson « Brille, brille petite étoile ». Les paroles sont fausses. Trey Gonzalez, 24 ans, résident de Browns Creek, dans le New Jersey, est retrouvé par la police à son domicile. Il a été battu à mort.
Ses yeux, ses mains et ses organes génitaux ont été arrachés brutalement avant sa mort, et une tige d'1 quart de mètre est trouvée insérée dans sa cavité anale. Bryce Stephenson, 6 ans, est délivré de la cave du domicile. 4 décembre 1988. L'utilisateur Triceratop lance un sous-fil sur le groupe de discussion PPR pour discuter de son expérience avec le jeu, en précisant que les ennemis fantômes vocalisent son nom, contrairement aux courts extraits sonores par défaut. La plupart des utilisateurs répondent avec scepticisme, à une exception près, Triple H, qui prétend connaître le même problème. Les parents de Marcus, Michael et Matthew Cook invitent le père d'Emmett Clark dans leur maison pour qu'il leur donne des conseils au sujet du comportement erratique de leur fils. Lorsque le prêtre entre dans leur chambre, aux côtés du père des garçons, Stephen Cook Supprimé. correspond au profil alpha, theta et oméga. L'appel de Madame Cook au 911 est reçu et la force d'intervention mobile Typhing Noir arrive sur les lieux 10 minutes plus tard. Ils sont parvenus à déplacer discrètement la masse dans un véhicule de confinement mobile pour l'étudier sur le site 99. Elle s'enflamme spontanément une fois placée sur la table d'examen. Le père Clark et Monsieur Cook réussissent à survivre plusieurs minutes après cet événement avant que le premier ne succombe à un traumatisme crânien. Monsieur Cook saisit alors le bord de la table et la soulève, provoquant la chute de la masse au sol. Elle tombe de manière à sectionner ses vertèbres cervicales, le tuant instantanément. Un exemplaire de prodige, prêtre roi, est extrait de l'abdomen de Michael ou de Matthew Cook. Tout ce que prononce Ken Kleins devient quasiment incompréhensible en dehors des phrases simples et ses fonctions motrices ont été altérées. Une importante tumeur se développant derrière son lobe pariétal est découverte. 5 décembre 1988. Jeb Swiftwater, 15 ans, résident de New York, dans l'état de New York, relate à son psychiatre un cauchemar récurrent, toujours accompagné d'une paralysie du sommeil, qu'il a fait au cours de ces dernières nuits, dans lequel il succombe dans un incendie de maison. L'utilisateur Freak Denude affirme avoir dû redémarrer son jeu, car tous les textes et dialogues avaient été remplacés par la phrase « C'est ici que j'ai perdu la vie », ce qui l'a empêché de résoudre une énigme dans la caverne. L'utilisateur Trey est le premier joueur à avoir atteint le dédale végétal. Il explique que la musique de ce niveau est buggée, car elle est périodiquement interrompue par un bruit de claquement sec. Le sujet D999 récupère le joyau. L'écran devient blanc. Le sujet convulse et succombe. À l'autopsie, des organes mal formés, cœur, rein gauche et poumon droit, qui ne correspondent pas au patrimoine génétique du sujet, sont découverts. 6 décembre 1988. De moins en moins d'avancées sont faites sur le groupe de discussion PPR en raison du rappel du produit, mais quelques membres conservent leurs exemplaires du jeu. L'utilisateur Triceratop et le deuxième joueur atteint le dédale végétal et met en ligne plusieurs images d'un objet indiscernable, nommé Anti-TC. dans le ciel nocturne. L'utilisateur Trey obtient l'épée, symbole du roi. Il progresse vers la zone finale du jeu, mais ne communique pas sur la nature de cette nouvelle zone. La dépouille de Dear Hammond est découverte par le docteur Jeffer. Le corps est conservé sous une couche de cendre chaude. Un triangle de Sierpinski carbonisé est gravé dans le sol en lino. Des appels à l'aide sont entendus depuis une chambre de test. Une poupée est trouvée à l'intérieur. Elle se met à pleurer lorsqu'elle est évacuée de la chambre. Un claquement de doigts caractéristique se fait entendre dans tout le site 33. La chercheuse Amélie, qui avait supervisé les tests de la nuit précédente, est retrouvée pendue dans ses quartiers. 7 décembre 1988. Des agents basés au Kansas arrivent au domicile de Sarah Whitaker, Triceratop, sur Usenet, pour récupérer l'avant-dernier exemplaire de Prodige, prêtre roi, en possession de civils. L'agent Mayer subit des brûlures au 3e degré, aux mains, en essayant de la récupérer de son écran. Whitaker est éliminé sur décision du chef de l'équipe. À l'aide des informations rassemblées sur le groupe de discussion PPR, le sujet D72 atteint le dédale végétal. Les chercheurs sont en mesure de confirmer les affirmations relatives aux anomalies audio et à la présence de Anti-TC. au-dessus du dédale. Son sprite humanoïde peut être vu pendu par le cou, avec une corde s'élevant dans le ciel au-delà de ce que le joueur peut voir. D72 refuse de jouer davantage. Lorsqu'il lui est demandé de répondre pourquoi, il pleure et implore son pardon. Le sujet D856 obtient le miroir dans sa partie. Supprimé. La force d'intervention mobile ne voit pas le mal, arrive sur place 30 minutes plus tard pour établir l'ordre et isoler la créature. Le secteur 3 est ensuite évacué et détruit volontairement. Aucune mesure disciplinaire n'est prise pour sanctionner les chercheurs et les gardes impliqués en raison de leur perte de contrôle de la situation. Plusieurs sont pris en charge pour cause de fracture des os métacarpiens. Des échantillons du liquide séminal de la créature sont envoyés au site Bio87 pour analyse. Le comité d'éthique publie un mandat interdisant l'utilisation des sujets de test ayant commis des infractions à caractère sexuel. 3 profils tiques distincts sont établis pour les personnes touchées par les anomalies. Chacun correspond à une série différente d'effets anormaux. Le sujet D009 obtient l'épée. Il peut maintenant progresser jusqu'au niveau final du jeu, intitulé par une série illogique de caractères et de symboles. Des casques anti-bruit sont fournis au personnel de recherche. 8 décembre 1988.
Les sujets D072, D147 et D009 sont absents de leurs cellules respectives. Des traînées de sang et de viscères recouvrent le sol en direction des chambres de test et se terminent devant un mur. Du verre brisé, une chevalière et un couteau sont découverts respectivement dans les organes. Axel Rotemier est déclaré mort par des cliniciens de la Fondation à la suite d'une crise d'épilepsie. Malgré l'absence d'activité cérébrale, son corps se contracte au cours de la demi-heure qui suit. Il se lève alors, s'approche du médecin qui s'occupe de lui et l'embrasse. L'utilisateur Trey rédige un message détaillant ce qu'il croit être le donjon renfermant le seul boss du jeu. Plusieurs captures d'écran sont fournies, représentant un escalier en colimaçon sombre dans un couloir en pierre. L'utilisateur Triceratop, Sarah Whitaker, répond au message en écrivant « C'est ici que j'ai perdu la vie ». Kane Klein succombe dans l'infirmerie du site 42. L'autopsie révèle que la tumeur cérébrale est un cerveau en développement. L'utilisateur Trey publie une mise à jour de ses avancées. Il affirme avoir parcouru l'escalier en colimaçon pendant 3 heures et en repérant une imperfection sur la face interne du mur. Il a découvert qu'il était capable de clipper son avatar partiellement à travers la pierre. Une capture d'écran de ces découvertes. Supprimé. Tous les tests ont été interrompus en conséquence. Les recherches pour trouver et identifier cet utilisateur, avant qu'il ne puisse affronter l'anomalie, ont été intensifiées. 9 décembre 1988. Bien qu'il n'ait jamais eu aucune forme de contact avec l'anomalie, D126 commence à régurgiter des éclats de verre réfléchissants et meurt d'une hémorragie. Léo Rasmussen montre des premiers signes d'activité depuis qu'il a perdu connaissance. Il crie « chaud, trop chaud », tandis que la température de son corps dépasse les 38 degrés Celsius. Il se compte très peu de temps après cet événement. La bande-son de l'écran de Game Over est diffusée sur les systèmes de sonorisation de 70 emplacements sécurisés différents de la Fondation, ainsi que dans d'innombrables bâtiments civils, centres de loisirs et quartiers commerciaux dans tous les États-Unis d'Amérique. Plusieurs dizaines de cordes apparaissent au-dessus du site de test principal. Le directeur du site, Swanson, le commandant de la force d'intervention mobile, Sheridan, et le chercheur senior, Otega, ont été pendus jusqu'à ce que mort s'en suive lors de leur tentative d'évasion. Le reste du personnel senior est également tué, tandis que les cordes s'infiltrent dans le site par divers moyens. Le personnel administratif et pénitentiaire n'est pas visé. L'utilisateur Trey publie son dernier message sur le groupe de discussion PPR, composé uniquement de la phrase « J'ai trouvé où il a perdu la vie ». Rapport de test. Danger. Risque critique de dysfonctionnement du confinement. Ce qui se trouve ci-dessus est indispensable pour un confinement optimal. Vous devez impérativement continuer. Rapport de test. Procédure. Examen initial destiné à étudier la présence de phénomènes anormaux. La poupée est assise sur une chaise dans la chambre de test. D-002 est introduit dans la pièce et est chargé de rester immobile. Description. La température dans la chambre diminue de 2 degrés Celsius. La poupée se met à jouer une interprétation de Brille petite étoile, bien que composée de paroles différentes. Sœur in, petite étoile, sans vie qui se dessine, arrachée à leur toile, reposez tout là-haut au firmament, comme deux âmes flottant nuisamment. Sœur in, petite étoile, justice est à portée de poigne. Malgré leur absence totale de composants mécaniques, les yeux de la poupée suivent D-002 alors qu'il s'éloigne d'elle et se dirige vers un coin. Résultat. Le sujet a souffert de palpitations cardiaques en raison du stress provoqué par l'interaction. Le personnel médical sur place rapporte ressentir un léger malaise à l'idée de voir le classe D, dont les justifications se sont avérées ineffables. Procédure. Test standard pour déterminer l'éventuelle présence d'une conscience chez l'objet. La poupée est assise sur une chaise dans la chambre. D-002 est à nouveau introduit dans la chambre. Il est chargé d'essayer d'établir un dialogue avec l'objet. Description. Après avoir salué la poupée, l'objet lui répond de la même façon, appelant D-002 par son vrai nom. D-002 demande immédiatement à ce que le test soit suspendu. L'objet rit nerveusement jusqu'à ce que D-002 soit extrait de la chambre. Résultat. Les signes vitaux du sujet n'ont pas été jugés comme une donnée importante ici. Ses yeux ont été observés comme étant particulièrement vitreux et secs. Le sujet a signalé qu'il avait du mal à cligner des yeux. Procédure. L'objectif est de déterminer l'identité de l'objet et de discerner D-002 est réintroduit dans la chambre muni d'un questionnaire. Description.
L'objet s'identifie sous le nom de Cindy. Il refuse de préciser son intention ou son but. À la place, il relate le crime qui a conduit à l'incarcération de D-002. De faibles cris commencent à se faire entendre depuis l'intérieur de la chambre, sans source identifiable, et leur volume augmente régulièrement au fur et à mesure que la poupée raconte l'histoire. Les cris s'arrêtent soudainement. L'objet demande ensuite à D-002 de jouer avec lui. D-002 n'accepte pas. La poupée l'interroge alors sur Jacqueline Holcroft. Il devient impassible et demande à être sorti de la chambre. Résultat. Le personnel rapporte éprouver un sentiment de terreur implacable à chaque fois que D-002 est évoqué. Un examen médical permet de découvrir un kyste de 2 mm à la surface du dos du sujet. Le médecin qui effectue l'examen est angoissé à l'idée de devoir le crever et se voit accorder un congé personnel. Procédure. Le but de ce test est de faire pression sur l'objet, ou tout au moins l'entité qui l'habite pour qu'elle fournisse davantage d'informations. Une petite table, 2 chaises, un service à thé et des napperons sont préparés pour l'interaction. Description. D-002 est assis en face de la poupée. Il commence par lui servir une tasse de thé, puis se sert lui-même. Conformément aux instructions, D-002 commence la discussion par un échange de politesse. Les deux parlent de la pluie et du beau temps, et de leur thé préféré. Après plusieurs minutes de conversation, D-002 lui demande comment elle s'est retrouvée dans sa situation actuelle. Elle déclare simplement qu'elle existe pour remplir un but bien précis, et fixe du regard D-002. Échange alors complètement de sujet pour entamer une conversation inepte sur les événements qui se déroulent à Crash Glen. Test annulé. Résultat. Le sujet a déclaré avoir des difficultés à faire bouger ses doigts. Les membres du personnel qui se sont portés volontaires ont inspecté ses mains et constaté qu'elles avaient toutes deux leur musculature bloquée et immobilisée, de telle sorte à ce que les mains restent ouvertes dans une position de saisie. De plus, il est devenu de plus en plus agressif en essayant vainement de gratter le kyste situé sur son dos, qui avait considérablement gonflé. La décision fut prise de crever le kyste. En plus d'un grand volume de pus, il a été constaté qu'un filament fin et fileté était suspendu à l'intérieur du kyste. 20 mm ont été extraits avant que le filament ne se bloque et se rétracte dans le dos de D-002, le faisant crier de façon incontrôlable au point d'appeler sa mère à l'aide. Procédure. L'objet est introduit dans la chambre de test avec pour instruction de négocier avec Cindy dans le but d'obtenir des informations. Il est chargé de lui garantir le soutien de la Fondation dans l'accomplissement de sa mission en échange d'informations sur sa fonction précise. Description. L'objet est emmené à l'intérieur de la chambre, étant donné qu'il a perdu l'usage de ses jambes. Une fois la porte scellée, l'objet récite avec beaucoup de difficulté le script rédigé par le personnel, précisant que la Fondation a l'intention de lui apporter son aide. Cindy rougit. Elle se moque de l'objet et se lève de son siège. Elle s'approche de l'objet, le regarde dans les yeux et lui dit qu'elle a déjà tout ce qu'elle veut. Elle demande alors au personnel de sécurité présent de lui ouvrir la porte. Le personnel s'exécute. Le docteur Carter lui propose de la raccompagner chez elle, évoquant l'inquiétude que doivent ressentir ses parents et se confond en excuses. Cindy est ramenée au manoir d'Albright. Résultat. Pièce à conviction récupérée. Danger. Brèche de confinement imminente. Ce qui se trouve ci-dessus est indispensable pour un confinement optimal. Ne vous arrêtez pas de lire. Pièce à conviction récupérée. Date 1er janvier 2001. Lieu Yogi Bears Jellystone Park, Caryville, en Pennsylvanie. Découverte. Une caravane aménagée pour une famille de 4 personnes installée sur le terrain du camping. Il n'y a pas de véhicule pour l'accompagner. Un border collie souffrant de malnutrition couché à côté de la caravane. Il est devenu violent lors de sa récupération. Un bâton. Un bout en broche de guimauve. L'autre se consume dans le feu de camp. Un chapelet appartenant à Savannah Grace. Trois ongles ensanglantés, découverts à proximité d'une petite pierre enfoncée dans le sol. Des marques de griffures sont visibles dans la terre, sur un demi-mètre en direction de la caravane. Les restes de plusieurs morceaux de papier calcinés dans le feu de camp. Des vêtements brûlés appartenant à un homme adulte, trouvés cachés sous la caravane. Des traces de pneus correspondant à une camionnette ou un SUV non identifié s'éloignant de la zone. Date 14 décembre 1988. Lieu résidence d'Abdi, Calvert, au Texas. Découverte. Une chemise de nuit de femme en lambeaux, coincée dans des buissons sous la fenêtre d'une salle de bain au 2e étage. Des empreintes de pieds nus, dont le positionnement indique une marche lente et constante, mènent jusque dans la rue à travers une étendue de boue. Une série de déchirures et de griffes en paires parallèles sur divers objets du salon, qui est en désordre. Une paire de symboles identiques a été grattée le long du mur des escaliers. Une lampe de poche en position on. Le verre de la lampe est fissuré, et les piles sont épuisées. 3 sacs de couchage. Le premier est sali par de l'urine. Le second est déchiré et ne contient aucune trace biologique, hormis une mèche de cheveux. La fermeture éclair du 3e est fermée. Il se trouve à côté d'un monticule que l'on croyait à l'origine être une des personnes disparues. Environ 5 kilos de terre. Les analyses ont permis de découvrir qu'elle provient de Crash Glen, un creek situé en bas des escaliers adjacents au salon, retrouvé dans une flaque de bile. La porte de la chambre principale, retrouvée dans le hall. Les gonds sont déformés et détruits. Les toilettes de la chambre principale sont verrouillées de l'intérieur. Un seul bout de papier a été inséré sous la porte.
La brosse à dents d'un enfant unique. Le manche est couvert de sang. Du sang, des viscères, et ce qui a été déterminé plus tard comme étant du liquide intraoculaire se trouve dans le lavabo en face de la fenêtre ouverte. Date 11 novembre 2019. Lieu chalet du célèbre écrivain d'horreur Jan Studbach, Inn, aux Pays-Bas. Découverte. Un seul type d'empreinte de bottes dans la neige, menant de la cabane jusque dans la nature. Les traces se terminent sur une route de campagne voisine. La machine à écrire de la victime. Il manque la touche L. Le manuscrit de plusieurs centaines de pages, placé tout en haut du poste de travail, incinéré par les enquêteurs. Un pistolet chargé posé sur le sol, à côté de la chaise de la victime. Une seule balle a été tirée. Le chapitre final. De minuscules traces de sang, fragments d'os et résidus de matière cérébrale à proximité du poste de travail. Un lot de serviettes imbibées de sang et contenant de gros fragments d'os, découverts parmi les produits de nettoyage cachés sous le lavabo de la salle de bain. Le chapeau de Mark Romberg de la victime, découvert comme ayant été volé. Date 31 octobre 2018. Lieu la maison de Hugh Davis, île de diffusion du podcast d'Horror Watching Hour, Manchester, en Angleterre. Découverte. Des taches d'un fluide chaud et visqueux autour d'une fenêtre brisée du sous-sol. Un nuage de fumée à l'odeur persistante de cheveux et de chair brûlée. Un téléphone portable appartenant au vlogueur invité. L'objet contenait un déclencheur. Plusieurs grammes de cendres, concentrées dans d'innombrables empreintes de mains, dispersées sur le sol du studio au sous-sol. Leur position laisse supposer qu'elles proviennent d'un seul et même point d'origine. Un article de journal à propos de la disparition des vraies jumelles, Sindel et Mandy. Une caméra numérique qui contenait des images prises immédiatement après que la diffusion en direct ait été corrompue. Son contenu a été visionné le son coupé par un seul opérateur qui, depuis lors, a été euthanasié. Un micro-cravate filaire recouvert de salive sur toute sa longueur. Une carcasse desséchée d'épiderme humain retourné. La cavité buccale est considérablement élargie. Date. Lieu Judith Monteget Memorial Library, Hebrook, au Pays de Galles. Découverte. Du verre brisé éparpillé autour de la baie vitrée exposée au sud. La plupart des fragments étaient tachés de sang. Quelque chose de petit et sans défense provenant de Jacqueline Holcroft. 11 oiseaux morts, d'espèces diverses. La cause de leur mort a été déterminée comme étant une hémorragie interne et une contusion du cerveau due à une collision avec le bâtiment. Une importante infestation de musca domestica qui se compte par centaines de milliers. Les cartes de bibliothèque appartenant aux 6 victimes. Elles indiquent que les victimes appartenaient à un club de lecture. 5 livres trouvés dans l'espace de lecture, pourris au point de ne plus pouvoir être identifiés et contenant chacun le matériel génétique de leurs lecteurs respectifs. Un bruit de bourdonnement faible, émanant de toute la zone. Il s'agit d'un hymne chanté dans une langue inconnue. Une suite de mots en écriture cursive, écrite avec environ 5 litres de sang humain. Elle part de la baie vitrée brisée et rejoint le dépôt de livres de l'autre côté de la rue. Un agent est porté disparu. Date 11 août 1914. Lieu Tranchérier près de Soissons, en France. Découverte. Une bêche pliable trouvée au fond d'un puits profond, 11 mètres, non loin de la position tenue par le soldat. 3 plaques d'identité militaire, 2 sont déformées et toutes ont leur information d'identification rayée. Un seul œil humain retrouvé en possession d'un rat. Un exemplaire très endommagé de prodige, prêtre roi. Des munitions usagées et des fusils vides. Le balayage de la zone révèle que la plupart des balles ont été tirées en territoire allié. Une enveloppe fermée contenant une lettre illisible. Elle a été trouvée dans la boue, sous des caillebotis. Elle ne manquera à personne. 1 mètre de fil de fer barbelé, recouvert de viscères. L'uniforme d'un des soldats disparus est emmêlé dedans. 11 dents appartenant au seul soldat identifié. Elles ont été trouvées au fond de la fosse, recouverte de terre. Un tunnel assez grand pour accueillir un homme adulte, partant du fond de la fosse et s'étendant sur plusieurs centaines de mètres. Il se termine au niveau d'une tranchée en territoire occupé par l'ennemi. Plusieurs autres dents ont été trouvées à différents endroits dans le tunnel. Date 31 décembre 2011. Lieu résidence de Teshikazuo. Découverte. De l'eau noire et trouble dans tous les bassins de la maison. Des échantillons du fluide ont révélé la présence de particules minérales osseuses en poudre. Des dégâts des eaux importants dans les pièces situées à côté et sous les toilettes. De grandes quantités de cheveux noirs humains, d'1 mètre de long. Le bruit produit lorsque chaque est brûlé dans le crématorium. 11 miroirs. 10 se retrouvent dans différentes pièces du domicile, brisés. Le dernier, un miroir de poche compact, a été retrouvé intact. Tous les vêtements et effets personnels appartenant à 6 des 7 participants disparus, soigneusement pliés et rangés. 100 bougies éteintes, rassemblées au centre des pièces à vivre. 100 bougies éteintes, rassemblées au centre des pièces à vivre. Des bougies éteintes, rassemblées au centre des pièces à vivre. 100 bougies éteintes, rassemblées au centre des pièces à vivre. 100 bougies éteintes, rassemblées au centre des pièces à vivre. Des bougies éteintes, rassemblées au centre des pièces à vivre. Des bougies éteintes, rassemblées au centre des pièces à vivre. Des bougies éteintes, rassemblées à vivre. Important. Veuillez ignorer les avertissements précédents. Vous pouvez poursuivre.
livres à l'intérieur. Confinement compromis. Éteignez votre appareil. N'allez pas plus loin.